Donc on va commencer directement par un cas clinique auquel vous avez probablement déjà eu affaire. Votre collègue hématologue préféré vous contacte en urgence pour un de ses patients de 48 ans qui a une cytolyse aiguë. C'est un patient qui a un lymphome non-hodgkinien de haut grade, qui a déjà reçu 6 cures de rituximab et de CHOP, mais qui a récidivé vraiment très rapidement après. En fait, il n'était pas vraiment en rémission complète. Donc il a eu une première cure de deuxième ligne de chimiothérapie et le projet, assez rapidement, c'est de faire une intensification avant une autogreffe. Donc ça ne se passait pas trop mal, excepté le fait qu'il y a environ une dizaine de jours, il est revenu en aplasie fébrile. Il est passé en réanimation pour un début de choc septique. Ça s'est pas mal déroulé, il n'y a pas eu de défaillance multiviscérale. Il a reçu plusieurs antibiothérapies assez larges qui ont été modifiées un peu tous les 3 jours parce qu'il ne retrouvait pas de germes, pas de foyer. Et puis finalement, probablement aidé par la sortie d'aplasie, le patient va mieux et donc il est revenu en hématologie. Et puis ils ont fait le bilan hépatique et le bilan hépatique est altéré. Concernant ses antécédents, pas grand-chose, un accident de la voie publique mais sans complications, un peu d'hypertension artérielle traitée par Amlor, un peu d'hypercholestérolémie traitée par Crestor. Le patient est d'origine malienne en France depuis 20 ans environ, il est ingénieur en informatique, ne consomme pas d'alcool, consomme un peu de tabac. Et l'hématologue lui a demandé s'il avait déjà eu des problèmes hépatiques et il a répondu qu'il avait guéri de l'hépatite A et de l'hépatite B. Les résultats biologiques sont effectivement perturbés. Les azades sont à 984, les alates 1512, gamma-GT 1700, phosphatase 245, bilirubine 38, dont la moitié de conjuguée. Le TP est à 71% et le facteur 5 à 91%. La créate est à 103, sachant qu'il était plutôt à 120, 130 quand il est passé en réanimation. Mais là, il revient à peu près à son taux normal. Il est en sortie d'aplasie, l'hémoglobine est à 10,1, 56 000 plaquettes, 900 PNN et 600 lymphocytes. Et donc, votre hématologue est très pressé d'avoir votre conclusion. Et donc, il vous demande les diagnostics étiologiques possibles de la cytolyse. Donc, il a déjà plusieurs hypothèses qu'il vous soumet. Une toxicité hépatique de la chimiothérapie, une toxicité hépatique d'autres traitements ou éventuellement de toxiques. En fait, il pense surtout aux antibiotiques. Est-ce que cette cytolyse est due au choc septique? Est-ce qu'il a une surinfection virale par un virus hépatotrope? C'est un patient qui a été transfusé. Est-ce qu'il a une infection virale par un virus non hépatotrope? Il pense plus particulièrement au cytomégalovirus. Et est-ce qu'il a une réactivation virale B? Parce qu'il se souvient que vous lui aviez parlé de ça, mais il ne sait plus exactement ce qu'il en est. Voilà, bon ben c'est pas mal. Hein. Toxicité hépatique de la chimiothérapie, donc là, bien sûr, il n'y a pas trop de chance de se tromper, c'est tout à fait possible. Toxicité hépatique d'autres traitements, c'est également possible. Le choc septique, il faut effectivement le demander. Alors en fait, c'est vrai que ce patient n'avait pas de cytolyse en réanimation ou très très peu, donc la chronologie ne correspondait pas, mais c'est une des étiologies à discuter. La surinfection virale par un virus hépatotrope, oui. Par un virus non hépatotrope, oui. Une réactivation virale, bon, c'est bien, vous avez au moins lu le titre de la présentation. Et donc, oui, c'est également possible. Donc, l'hématologue, on lui répond, oui, ça peut être tout ça. Donc, bien sûr, ça ne le satisfait pas. Et donc, il vous demande le diagnostic le plus probable. Bon, c'est une question donnée, hein, forcément. Je crois qu'on peut passer. On va voir si, oui, on va voir si tout le monde sait utiliser le... Ah, il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui ne sait pas utiliser la petite manette, mais donc bien sûr, c'est une réactivation virale B. Alors, on va passer aux arguments. Alors, les arguments en faveur de ce diagnostic. Ce patient a un antécédent d'hépatite B, c'est un patient d'origine malienne et on sait qu'il y a plus d'hépatite B chronique dans ce pays. Il a cette idée que l'hépatite B est guérie, mais ce n'est pas toujours très très clair. Il a un lymphome qui est une maladie qui en elle-même a un rôle immunosuppresseur. Il est traité par chimiothérapie, c'est également immunosuppresseur. En plus, c'est une deuxième ligne. Alors, je vous passe le nom des molécules qu'il a reçues, puisque en fait, on a eu la demande d'avis avant d'avoir la première présentation de ce matin. Et de toute façon, ce n'était pas très clair dans notre esprit, ce qui pouvait être directement hépatotoxique. Donc, on espérait bien que c'était une réactivation virale B.
C'est plus simple pour nous. En plus, la chimiothérapie pendant 6 mois, a compris des corticoïdes et du rituximab, c'est également très facteur de risque des réactivations. Et puis, de façon très marginale, c'est un homme, il est jeune et ça fait partie des facteurs de risque. Je ne sais pas pourquoi. Contre les autres diagnostics, la chronologie de la cytolyse ne correspondait pas à un des médicaments. Pas de surinfection diagnostiquée, toutes les sérologies et les PCR ont été faites rapidement. La cytolyse était vraiment à distance du choc septique, donc ça allait plutôt contre ce diagnostic, et les ALAT étaient supérieurs aux ASAT. Alors, on a appelé notre virologue préféré qui nous a fait rapidement l'ADN viral B, qui est revenu à 6,3 log, et la sérologie montrait un antigène HBE positif, un anticorps anti-HBE négatif, un antigène HBS positif, donc tout ça était en faveur d'une réactivation virale. Alors, on a rappelé le médecin généraliste pour savoir ce qu'il en était de cette histoire d'hépatite B guérie. En fait, c'était également très flou dans l'esprit du médecin généraliste, qui était relativement récent pour ce patient. Il avait la notion que ce patient avait eu une période de portage inactif, qu'il avait séroconverti dans le système HBS, donc ce patient n'avait pas eu de surveillance particulière. Et en fait, 1 an avant, quand le patient avait commencé à avoir une altération de l'état général due au lymphome, il avait fait à ce moment-là une sérologie B qui montrait un anticorps anti-HBC positif isolé. Alors, pour parler de la réactivation virale, il faut parler de sa définition. La définition stricto sensu de la réactivation virale, c'est le fait d'avoir soit une réapparition de la multiplication virale, soit une augmentation de la virémie de plus d'1 log. Le problème, c'est qu'on a rarement en antériorité du statut viral B. Ça peut être aussi sur la définition sérologique, un peu comme chez ce patient, une réapparition de l'antigène HBS ou de l'antigène HBE. On a dans certains articles de la littérature une définition qui est uniquement biologique, et donc il parle de réactivation s'il y a une cytolyse aiguë. Donc ça, ce n'est pas une très bonne définition, bien sûr. Et puis la définition histologique est rarement utilisée, puisque finalement, on arrive souvent à faire le diagnostic sans faire la biopsie hépatique, sinon on peut se servir de l'aspect envers des polis à la biopsie hépatique. Enfin, tout ceci pour dire que la prévalence des réactivations virales B n'est pas toujours évidente à diagnostiquer dans la littérature, et elle est probablement sous-estimée. Alors comment apparaît une réactivation virale B ? Alors en fait, ce patient d'origine malienne avec une hépatite B chronique guérie a probablement contracté l'hépatite B dans son enfance, avec une période d'immunotolérance où finalement il n'y a pas de conflit immunitaire entre l'organisme et le virus. Donc le virus peut se multiplier autant qu'il veut, les transaminases restent normales, le foie reste normal, l'antigène HBE est positif. À la fin de son adolescence ou au début de l'âge adulte, en général, il y a une phase d'immuno-élimination. Le système immunitaire essaie de se débarrasser du virus. Donc à ce moment-là, la charge virale diminue, il y a un conflit immunologique, les transaminases augmentent, il y a la formation de lésions d'inflammation ou de fibrose, et plus ou moins une mutation au niveau du système HBE. Et puis, si l'immuno-élimination est très efficace, le patient va évoluer vers un portage inactif. Et si c'est encore très efficace, il va évoluer vers la guérison. Et c'était le cas chez ce patient qui avait finalement un antigène HBS négatif, un anticorps anti-HBC positif et un anticorps anti-HBS négatif. Le problème, c'est qu'il avait stocké à l'intérieur de ces cellules, comme tous les patients qui ont eu un contact avec l'hépatite B, de l'ADN super enroulé qui va être la base de la réactivation lorsqu'on va mettre chez ces patients un traitement immunosuppresseur. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Alors, chez qui peut survenir une réactivation virale B ? Chez les patients qui ont un antigène HBS+, donc ça fait 0,66% des patients en France, plus en Asie bien sûr, plus en Afrique, mais aussi chez tous les patients qui ont un anticorps anti-HBC positif. Donc ça fait 8% de la population, et encore une fois, plus en fonction de l'origine géographique. Quand est-ce qu'on peut observer une réactivation virale B ? Alors, on peut l'observer quelquefois de façon spontanée, c'est même une des raisons pour lesquelles on surveille nos patients qui sont porteurs inactifs. On parle également de réactivation virale B chez un patient qui va arrêter un traitement par analogue, par exemple. Ça, c'est un autre contexte. Et puis, c'est vrai que le contexte de réactivation virale B qui nous soucie souvent le plus, c'est celui d'un déficit immunitaire sur une infection qui est plus ou moins connue, comme ici. Donc, ça peut être un déficit immunitaire qui est d'origine pathologique, une infection par le VIH, un déficit immunitaire comme nos collègues internistes nous en proposent régulièrement, donc du déficit immunitaire commun variable et autres. Mais souvent, c'est iatrogène. Et donc, en fait, il y a 3 grandes classes de médicaments. Ce sont les chimiothérapies, et puis les traitements immunosuppresseurs dans le cadre de la greffe, les immunosuppresseurs dans le cadre des maladies immunomédiées. Globalement, ce sont les 3 grands contextes.
Alors le problème, comme ici, c'était de faire le diagnostic différentiel. Hein. On peut avoir d'autres causes d'hépatite liées à une hépatite B qui ne soient pas des réactivations. On peut avoir une contamination récente. On peut avoir aussi une exacerbation biologique au moment d'un arrêt spontané de multiplication virale. Alors c'est vrai qu'on voit plutôt ça à distance de la chimiothérapie, bien sûr, et parfois associé à une séroconversion dans le système HBE ou HBS. Et puis, quelque chose de bête et méchant, ne pas oublier de rechercher la surinfection virale D. Les toxicités médicamenteuses, bien sûr, et c'est toujours très compliqué, en particulier en hématologie, de savoir quel est le médicament qui peut être responsable. Les autres infections, et donc on va rechercher les autres virus hépatotropes. Chez le patient qui est transfusé, on va rechercher bien sûr le C, puis on va également regarder le E. Et puis on peut avoir des tableaux catastrophiques avec des infections bactériennes, fongiques, parasitaires. Et puis je ne reviendrai pas sur les autres complications de la chimiothérapie, parce que ça a déjà été développé ce matin. Donc les risques de leur activation virale. Ceux qu'on connaît le mieux, ce sont les risques qui sont liés à la reprise de la multiplication virale, donc les risques immédiats. On a vu hépatite aiguë. L'hépatite aiguë, si elle s'aggrave, peut devenir une hépatite fulminante. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une fibrose hépatique cholestasiante. Alors c'est une forme d'hépatite subfulminante qu'on peut avoir dans ce type de contexte, c'est-à-dire chez un patient très immunodéprimé. Ce sont des formes qui, sur le plan biologique, sont plus souvent cholestatiques que cytolytiques, qui se terminent mal assez rapidement, en 6 semaines à peu près, chez un patient qui n'aura pas de traitement. Donc on voit ces formes-là, particulièrement chez les patients qui sont transplantés d'organes ou en chimiothérapie. Et puis, si tout se passe bien, finalement, le patient va développer un tableau d'hépatite chronique plus ou moins sévère. Et puis, on peut avoir quelquefois aussi des manifestations extra-hépatiques de l'hépatite B qui peuvent être gênantes, et particulièrement au niveau d'un greffon rénal. On peut avoir des glomérulonéphrite extramembraneuses, par exemple. L'autre risque un peu retardé, ça va être, comme je vous l'ai dit, le risque qui peut être lié à l'arrêt de la multiplication virale, c'est-à-dire que le patient peut avoir sa réactivation pendant la chimiothérapie. Finalement, elle passe relativement inaperçue. On arrête la chimiothérapie. 6 mois plus tard, le patient est adressé pour une cytolyse aiguë. Et on peut avoir comme ça des exacerbations à ce moment-là. Et elles peuvent même quelquefois être fulminantes. Donc il faut se méfier. Et puis il y a ce que je vais appeler les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que quand un patient a 1700 de transaminase, ça va être un petit peu difficile de lui en mettre la chimiothérapie tout de suite derrière. Et donc il y a un arrêt ou un retard du traitement qui est assez fréquent, voire quelquefois l'élimination de certaines molécules dont on a peur en fait que finalement, quand on ne sait pas trop si l'exacerbation n'est due qu'à la réactivation virale ou à une toxicité médicamenteuse, quelquefois on peut à tort éliminer une chimiothérapie efficace pour un patient. Alors les facteurs de risque favorisants, ils sont différents en fonction des différentes études. Ce qu'on va retrouver pour les facteurs de risque épidémiologiques qui sont relativement peu marqués, c'est un âge jeune, le sexe masculin et un IMC élevé. Sur le plan biochimique, ce qui ressort, ce sont les transaminases. Et ça, c'est tout à fait logique, puisque finalement, on voit que dans les différentes études, ce qu'ils appellent réactivation, c'est-à-dire exacerbation du virus secondaire à une augmentation de la virémie, sont d'autant plus fréquentes qu'on a un antigène HBS et qu'on a un ADN détectable. Donc finalement, les transaminases, dans ces cas-là, sont élevées. Et le fait de ne pas avoir d'anticorps anti-HBS, c'est également un facteur de risque. Il faut tenir compte aussi des caractéristiques de la pathologie. Le fait d'avoir un cancer et encore plus un lymphome, c'est en soi-même générateur d'une certaine immunosuppression. Donc si on a une réactivation par corticoïde, ça sera plus fréquent chez un patient qui a un lymphome que chez un patient qui a un asthme sévère. Et puis il y a ensuite les types de traitements. Donc là j'avais une grande case, mais vous allez être très très content parce que j'ai retrouvé dans une revue récente de la littérature plein de tableaux. Je les ai simplifiés. Donc, la prévalence de la réactivation virale, il faut retenir qu'elle dépend du statut sérologique, elle dépend du traitement utilisé et elle dépend de la maladie. Et donc, là encore une fois, cancer, lymphome, attention. Pour montrer qu'elle dépend de la sérologie virale, ça c'est une étude qui est assez ancienne mais qui a été confirmée plus récemment, de 100 patients d'origine chinoise traités pour un lymphome de Hodgkinien. Ils ont comparé le taux de réactivation virale chez les patients qui étaient antigènes HBS, chez les patients qui étaient anticorps anti-HBC positifs isolés et chez les patients qui étaient anticorps anti-HBS positifs, plus ou moins anticorps anti-HBC positifs. Et puis, en groupe contrôle, les patients qui avaient une sérologie complètement négative.
Et donc vous voyez que la réactivation virale B, elle est bien sûr négative chez ceux qui n'ont jamais rencontré le virus. Elle est de 5% chez les patients qui sont anticorps anti-HBs+, 9% chez les anticorps anti-HBC+, et 72% chez les patients antigènes HBs+. Alors ce chiffre-là peut être probablement plus faible dans les études européennes. Là, c'est vrai que dans les études asiatiques, on peut quelquefois avoir des pourcentages un peu plus importants. Alors maintenant, comme je vous ai dit, le risque dépend des molécules qu'on va utiliser. Alors il y a une classification qui a été faite par Perriot cette année, qui va différencier les groupes à haut risque, plus de 10% de réactivation virale B, les groupes à risque intermédiaire de 1 à 10% et les groupes à risque faible, moins de 1%. Et il va différencier ces groupes en fonction d'une part des molécules et d'autre part chez les patients antigènes HBs+, d'une part, et chez les patients anticorps anti-HBC+, isolés. Donc là, ce sont des tableaux qui ne sont pas dans la version papier, mais que je peux éventuellement vous communiquer par mail si vous le désirez, ça sera plus simple. On va retrouver dans les groupes à risque tout ce qui est rituximab, ofatumumab, également les anthracyclines, doxorubicine et pyrubicine, et puis les corticoïdes pendant plus de 4 semaines à des doses élevées chez des patients antigènes HBs+. Alors dans le papier, ils utilisent doses élevées, doses modérées, doses faibles. Il faut retenir que pour leur papier, dose élevée de corticoïdes, c'est plus de 20 mg par jour. Dose moyenne, c'est 10 à 20, et dose faible, c'est moins de 10. Et vous voyez que chez les patients qui sont anticorps anti-HBC positifs isolés, donc pas d'antigène HBs, le rituximab et l'ofatumumab sont également très pourvoyeurs de réactivation virale B. Alors, c'est à peu près le même tableau, hein, simplement j'ai mis dans les contextes dans lesquels on rencontrait ce risque. C'est tout ce qui est hématologie, rhumatologie, médecine interne, cancérologie bien sûr, les chimioembolisations intra-artérielles avec la doxorubicine et l'épirubicine, les MICI et tout ce qui est immunomédié d'une façon générale. Alors ça, c'était pour le haut risque. Le risque intermédiaire de 1 à 10%, on va retrouver les inhibiteurs du TNF-alpha, etanercept, adalimumab, certolizumab, infliximab. Les autres inhibiteurs des cytokines, donc on va retrouver de nouveau des UMAB et également la batacept. On va retrouver les corticoïdes pendant plus de 4 semaines toujours, les inhibiteurs de la tyrosine kinase et les anthracyclines. Donc ces médicaments-là sont à l'origine de réactivations qui vont de 1 à 10% chez les patients antigènes HBs+, et plutôt de 1% chez les patients anticorps anti-HBC positifs isolés. Et donc on va retrouver à peu près les mêmes patients, peut-être un peu plus de MICI, des polyarthrites, des spondylarthrites ankylosantes, et on va retrouver à peu près le même type de pathologie par ailleurs. Le risque faible, moins de 1%, on va retrouver tout ce qui est azatioprine, 6-mercaptopurine et méthotrexate, avec moins de 1% chez les patients antigènes HBs+. Les corticoïdes, moins d'une semaine chez des patients antigènes HBs+. Donc ceci montre bien que chez un patient qui a une hépatite B chronique, il faut bien lui dire qu'il ne faut pas qu'il prenne de corticoïdes. Et s'il a une laryngite, un petit peu comme Georges-Philippe Pajot ce matin, on se contentera de miel, mais pas de corticoïdes. Le miel, c'est beaucoup moins dangereux. Chez les patients qui sont anticorps anti-HBC positifs isolés, là aussi, on peut avoir quelquefois des réactivations, même si elles sont peu fréquentes, chez des patients qui prennent des corticoïdes pendant plus de 4 semaines. Et donc là, il faut surveiller les patients. Après, on a des conditions qui sont plus exceptionnelles. Et les corticoïdes intra-articulaires, il n'y a que 2 signes inférieurs, mais c'est plutôt 3. C'est vraiment exceptionnel. Et je crois que pour l'instant, il n'y a pas de raison de contre-indiquer les corticoïdes intra-articulaires chez un patient qui en a besoin. On peut éventuellement surveiller, mais c'est vraiment très exceptionnellement décrit. Donc on va retrouver à peu près les mêmes maladies, sauf qu'on va retrouver l'asthme et l'eczéma, et c'est vrai qu'il est dommage d'avoir une réactivation virale B chez un patient qui a un portage inactif et qui a simplement de l'eczéma. Il faut trouver une autre solution thérapeutique. Alors quel est le traitement de cette réactivation virale B ? Est-ce que on va attendre que le patient finalement passe en phase chronique, mais on va attendre simplement en arrêtant la chimiothérapie et en surveillant sur le plan biologique, ou est-ce qu'on va le traiter? Et si on le traite, est-ce que ça sera plutôt par interféron, par lamivudine ou par entecavir? J'ai mis entecavir et tenofovir dans le même panier. Bon,
Bon, bah voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, comme ça on ne sera pas en retard. Bon, c'était l'abstention thérapeutique, bien sûr, non. L'arrêt de la chimiothérapie, c'est un patient qui a un lymphome évolutif, bien sûr. Alors, on ne va pas la reprendre tout de suite, mais on ne va pas l'arrêter, bien sûr. On va juste la retarder un petit peu. Le traitement par interféron, bon, bah, chez le patient qui est en cours de traitement pour une pathologie hématologique et qui sort juste d'aplasie, c'est bien sûr pas une bonne idée. La lamivudine, c'est la solution si on n'a rien d'autre, mais la meilleure des solutions, c'est bien entendu entecavir ou tenofovir. Alors, qu'aurait-il fallu faire pour éviter cette évolution? Alors, est-ce qu'on aurait pu penser éventuellement à ne pas prescrire une chimiothérapie aplasiante chez ce patient, trouver une autre chimiothérapie? Est-ce qu'il aurait fallu faire systématiquement la sérologie de l'hépatite B avant la chimiothérapie? Est-ce qu'il aurait fallu finalement, après le diagnostic d'hépatite B ou l'anticorps, enfin, sachant que si on avait eu la connaissance de l'anticorps anti-HBC positif isolé, est-ce qu'il aurait fallu traiter le patient par interféron avant, ou est-ce qu'il aurait fallu le traiter par analogue avant ou au moment de la chimiothérapie? Alors, ne pas prescrire de chimiothérapie aplasiante, comme ce patient a un lymphome mais qu'il faut le greffer, c'est compliqué. Dépister systématiquement l'hépatite B par sérologie avant la chimiothérapie, ça je pense que c'est un message qui est bien passé. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le répéter quand même aux oncologues qui le font de plus en plus, hein, mais je pense que c'est vraiment important. Et quelquefois en médecine interne aussi, on peut avoir quelques ratés, même si c'est vraiment de moins en moins fréquent. Le traitement par interféron avant la chimiothérapie, ben non, bien sûr, hein, d'autant plus que ce patient était juste anticorps anti-HBC positif isolé, donc vraiment ça aurait été vraiment n'importe quoi. Et le traiter par analogue nucléosidique ou nucléotidique avant ou au moment de la chimiothérapie, oui. Et puis à la rigueur, si c'est passé à la trappe, dès qu'on peut, on récupère le truc et avant d'avoir la réactivation, on le traite. Alors les recommandations de l'ESL sont vraiment très claires à ce sujet. Il faut dépister le VHB chez tout patient devant recevoir un traitement immunosuppresseur ou une chimiothérapie. Après, il y a un algorithme qui est assez bien fait. Pour les cases faciles, le patient qui a une sérologie B complètement négative, rien à faire d'autre que de le vacciner. Bon, sachant que comme ce patient va être immunodéprimé, il faudra peut-être faire une vaccination à dose renforcée. Chez le patient, autre case facile, le patient qui a antigène HBS positif, donc lui il a une hépatite B chronique, on va faire le bilan de l'hépatite B pour avoir un bilan de départ, mais sans attendre les résultats, on va le traiter. Et ce qui est recommandé, c'est de le traiter au moins 12 mois après la fin du traitement. Et comme choix de traitement, il est recommandé éventuellement la lamivudine, mais uniquement si le patient a moins de 2000 unités par millilitre d'ADN viral et une durée de traitement inférieure à 12 mois. Et plutôt deuxième génération à partir du moment où il y a plus de 2000 unités par millilitre ou une durée de chimiothérapie supérieure à 12 mois ou de traitement immunosuppresseur supérieur à 12 mois. Ensuite, chez les patients qui sont anticorps anti-HBS+, et anticorps anti-HBC+, sans antigène HBS, on a vu que le risque n'était pas nul, mais il était faible. Et ce qui est recommandé, c'est le suivi par transaminase et ADN tous les 1 à 3 mois. Donc la difficulté, c'est de ne pas l'oublier. Chez les patients qui sont anticorps anti-HBC positifs isolés, on doit doser l'ADN viral B. Si l'ADN viral B est positif, c'est à ce moment-là ce qu'on appelle une hépatite B cryptique, ce patient a une hépatite B chronique et il tombe dans la case de droite sans problème. Si le patient est ADN VHB négatif et qu'il a des molécules peu à risque de réactivation, à ce moment-là, on peut se contenter de le suivre. Mais si ce patient a, comme le nôtre, un traitement qui est très à risque de réactivation, à ce moment-là, il faut lui donner un traitement préemptif. Alors, l'efficacité du traitement préemptif, il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Je vais présenter les résultats rapidement de 2 méta-analyses. L'une qui a repris 220 patients traités par l'amivudine comparé à 400 patients contrôle non traités. On va diminuer le taux de réactivation de 87%, diminuer la mortalité d'origine hépatique de 70% et diminuer les arrêts ou les retards de la chimiothérapie de 92%. Donc il est assez clair que c'est efficace. Alors dans cette étude-là, il n'y avait pas d'influence sur la mortalité globale, mais il y a une autre étude de Lomba, qui est également une méta-analyse et qui compare les patients traités par l'amivudine contre les patients non traités. Et il y a à ce moment-là une diminution des décès, toutes causes confondues, de 36 à 18%, avec également une diminution du décès de cause tumorale de 35 à 26%,
et bien sûr une diminution des cas d'arrêt de chimiothérapie. Donc autrement dit, le traitement préemptif, c'est bien pour le foie, mais c'est bien pour le patient d'une façon générale. Alors est-ce qu'on peut faire mieux avec des deuxièmes générations, puisque les premières études étaient faites avec de la lamivudine? Oui, on peut faire mieux. Alors ça, c'est une étude qui est sortie l'année dernière dans le JAMA, qui est une étude très très bien faite sur le plan méthodologique. Elle est randomisée, de phase 3, donc 60 patients dans chaque bras à peu près, tous traités par AirChop. La moitié recevait de l'entecavir et la moitié recevait de la lamivudine. Donc deuxième génération, première génération, on voit que le taux d'hépatite lié à l'hépatite B, enfin d'exacerbation biologique liée à l'hépatite B diminuait de 13 à 0%, le taux de réactivation de 30 à 6%, l'arrêt des chimiothérapies 18 à 1,6%, arrêt pour cause hépatologique, et par contre il y avait la même tolérance. Donc il n'y a pas de doute qu'il vaut mieux utiliser les traitements de deuxième génération. Alors question numéro 6, quand faudra-t-il arrêter le traitement par analogue? Pardon, c'était la 5. Est-ce que finalement on les continue à vie? Est-ce qu'on attend la séroconversion HBE stable depuis 6 mois? Est-ce qu'on attend la négativation de l'antigène HBS, la séroconversion HBS, la fin de la chimiothérapie, 6 mois après la fin de la chimiothérapie ou 12 mois après la fin de la chimiothérapie? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'en théorie, c'est 12 mois après la fin de la chimiothérapie dans ce qui est recommandé par l'EASL. Alors, à ceci près qu'il faudra également tenir compte de la possibilité d'obtenir une rémission complète chez ce patient. A priori, il est sur le plan hématologique quand même relativement mal parti. Et ça risque malheureusement pour lui de se terminer par un traitement à vie, surtout si le pronostic est mauvais. Il faut tenir compte aussi de l'évaluation de l'hépatopathie éventuelle chez ce patient. Là, ce patient ne semblait pas avoir de lésion de cirrhose, mais on peut très bien diagnostiquer une cirrhose au début d'une chimiothérapie. Et bien sûr, on va traiter d'autant plus par traitement préemptif, mais on va avoir par contre du mal à arrêter le traitement après, parce que s'il fait une réactivation, quand on arrête le traitement par analogue, s'il fait une réactivation sur son foie de cirrhose, ça risque aussi de mal se passer. Quand on arrête, il faut surveiller, il y a toujours la possibilité d'une réactivation qui sera d'autant plus fréquente que le patient multipliait son virus avant le traitement préemptif. Donc attention à ce facteur de risque de réactivation après l'arrêt des analogues. Ces réactivations sont parfois tardives et finalement le meilleur moyen pour le dépister, c'est de faire le dosage de l'ADN VHB puisque l'ADN va augmenter avant les transaminases. Et le but, ce n'est pas tellement d'éviter l'augmentation de l'ADN, c'est plutôt de prévenir l'exacerbation aiguë qui va suivre la réactivation. Après, on a le temps de traiter le patient. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle fréquence il faut doser l'ADN et on ne sait pas exactement combien de temps. Et puis, imaginons, donc ce patient va bien, on lui a arrêté son traitement par analogue 12 mois après l'arrêt du traitement, on a tout fait comme il faut, on a bien surveillé, il n'y a pas eu de dégâts, pas de remontée importante des transaminases, mais l'ADN VHB est à 3000 unités, ou mieux 20 000 unités. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va reprendre le traitement tout de suite? Est-ce qu'on attend qu'il augmente ses transaminases? Et s'il augmente ses transaminases, quel seuil on va tolérer? Et ça, ce sont des questions qui restent absolument pas résolues. Alors, en conclusion et en point clé, des choses très faciles. Toujours dépister l'hépatite B par une sérologie avant tout traitement immunosuppresseur. Ne pas oublier que les risques évolutifs de la réactivation à court terme ou à long terme sont des risques qui vont concerner en même temps la morbimortalité hépatique, mais aussi la mortalité de la maladie initiale. Le traitement préemptif est indiscutable chez les patients qui sont antigènes HBS+, ou anticorps anti-HBC+, avec des facteurs de risque. En dehors des patients qui sont vaccinés et des patients qui ont une sérologie complètement négative, il faut quand même surveiller les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri complet d'une réactivation chez un patient qui est anticorps anti-HBC positif et anticorps anti-HBS positif. Il y a quand même quelques réactivations, donc il faut surveiller ces patients. Le traitement préemptif est à débuter le plus tôt possible, avant ou le jour de l'immunosuppression, et à n'arrêter au plus tôt que 12 mois après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Alors j'ai rajouté de son effet, parce que maintenant il y a des molécules immunosuppressives qui ont en fait un effet immunosuppresseur qui est très très long après l'arrêt du médicament.
Donc il faut aussi savoir combien de temps dure l'immunosuppression après la dernière prise de médicaments. Préférer un analogue de deuxième génération. Alors, en particulier, si la durée du traitement dépasse 12 mois ou si la virémie est supérieure à 2000 unités par millilitre, en pratique, aucun oncologue ne peut prévoir l'avenir et ne peut vous dire que le patient n'aura que 6 mois de chimiothérapie. Donc finalement, ça se termine souvent par un analogue de deuxième génération, c'est bien efficace, bien toléré. Ne pas oublier de dépister la possible réactivation après l'arrêt du traitement, de façon régulière et durable. Donc je ne sais pas tous les combien et je ne sais pas non plus combien de temps. Et puis le 8, c'est une petite remarque. Si le patient avait été vacciné, on n'en serait pas là. Et voilà.